Oui, alors bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez visionner ce petit webinaire-là. Donc, c'est un webinaire que je vous avais pas présenté le titre de la petite conférence que j'allais vous proposer. Je vous la présente à l'instant. Ça sera donc, j'avais pensé finalement de vous présenter un enseignement pour différencier les formes pensées, les sous-personnalités et les entités. Parce qu'on retrouve dans le travail intuitif des informations de diverses catégories et quelquefois on n'arrive plus à savoir de quoi il s'agit exactement. Alors j'ai pensé peut-être que ce serait intéressant d'aborder ce sujet-là avec vous. Si cela vous intéresse, évidemment, vous pourrez donc poser vos questions tout au long de la petite conférence que je vais vous présenter. Puis après ça, bien évidemment, c'est des questions sur la pratique personnelle, professionnelles ou encore des questions d'ordre personnel, des fois vous auriez envie que je vous assiste un petit peu, bien évidemment, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur de ce webinaire-là qui est conçu en fin de compte pour répondre à peu près à toutes les questions que vous pouvez avoir tant dans la pratique personnelle professionnelle que dans votre vie personnelle. Alors, si vous voulez bien, on va donc commencer par la petite conférence. Et évidemment, si y a des questions entre-temps, ben, vous pourrez me les faire part dans le chat. Puis moi, je les vois, donc je réponds à toutes les questions qui sont posées dans le chat sans problème. Donc, le sujet de la petite conférence de ce soir, donc, forme pensée, sous-personnalité et entité. Alors, dans ma pratique intuitive, j'ai quand même observé euh, très très tôt, moi, quand j'ai commencé à faire de la pratique intuitive, je constatais que je voyais des personnages dans les champs énergétiques. Ces personnages-là, évidemment, on aurait pu dire, ah, ben, ce sont des entités, par exemple. On aurait pu dire ça. Mais moi, je constatais que ce que je percevais, c'était des informations qui appartenaient à l'histoire de la personne. Donc, ce n'était pas des entités. C'était autre chose que cela. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé vous présenter ça, parce que je sais que quand vous commencez la pratique, on se retrouve souvent dans une espèce d'interrogation à savoir avec quoi on communique. Et ça devient facile quelquefois de tomber dans une forme de réduction, je dirais, de l'information, de tomber dans la facilité. Alors, je pensais récemment, j'ai vu une petite conférence où on parlait sur l'intuition, justement, et quelqu'un lui disait à la personne, bon, à la conférencière, lui faisait part qu'il y avait effectivement, comme des fois, elle avait comme des sensations de sensations au niveau de ses épaules qui se présentaient pendant qu'elle faisait un exercice. Puis la personne lui disait, ah, ben, c'est sans doute un guide ou c'est sans doute une forme de confirmation de ce que tu ressens. Et je trouvais que bon, la réponse était intéressante, mais en même temps, je trouvais que quand moi je mets beaucoup d'emphase sur le décodage intuitif pour bien vous faire comprendre quelque part que ce qu'on expérimente dans son propre corps ne peut être répondu que par notre propre habileté, justement, à questionner les perceptions, à éviter de sombrer dans des réponses toutes faites un peu comme celle-là, qui nous ramène simplement à une forme d'ignorance, à dire, ah ben, c'est sans doute un de mes guides qui est venu me toucher mon épaule. Mais là, on tombe dans une espèce de croyance, d'hypothèse, mais qu'on pourrait aller vérifier si on commençait à faire le questionnement et qu'on pourrait arriver justement à développer une forme de discernement de cette façon-là. Ah, c'est ça que moi, j'essaie de vous enseigner tout au long de l'enseignement que l'on fait ensemble, c'est donc de faire du décodage, déprogrammation et soins, qui sont les trois bases de l'enseignement. Donc, pour commencer, alors les formes pensées, qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée? Alors, traditionnellement, dans la pratique ésotérique et spirituelle, on a beaucoup mis en évidence le fait que lorsqu'on observe un champ énergétique, on va donc constater que l'être humain, par sa capacité à penser, peut donc être en mesure de pouvoir justement parvenir à générer des énergies psychiques. Cette capacité de générer des énergies psychiques, c'est par exemple, j'ai une pensée fixe, hein, par exemple que je suis, par exemple, une victime, hein, étant donné que dans mon enfance, on m'a dit que j'étais une victime tout au long de ma vie, ben quelque part, je génère à mon insu une pensée qui est constamment présente, qui se dit, qui fait que qui me rappelle que je suis une victime. Donc, à travers ça, évidemment, qu'est-ce que je vais construire? C'est que je vais construire une mémoire, une forme de forme pensée, c'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, en tant qu'intuitif, observer une personne qui aurait cette capacité donc de générer à répétition une pensée limitative comme celle, par exemple, d'être une victime, et je constaterai que, effectivement, cette pensée de victime est devenue une forme de conscience mémorielle qui anime le champ énergétique de la personne. Donc, une forme pensée, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on génère, nous, en tant qu'être humain, par notre capacité à réfléchir, à penser,
par nos émotions aussi qu'on va générer tout ça. Et ça va se générer parce qu'on va répéter toujours une même expérience émotionnelle ou une même expérience mentale. Donc à ce moment-là, quand on va observer le champ énergétique d'une personne qui répète toujours la même chose, bien inévitablement, dans son champ, on va retrouver des traces de ces mémoires répétitives, ces émotions répétitives-là, qui vont finalement, vous l'avez compris, créer comme un genre d'égrégat, d'espace fermé sur l'individu, c'est-à-dire que l'individu, comme il a des pensées qui sont figées, il devient quelque part figé dans sa propre structure énergétique et il n'est plus capable de voir autre chose que ce qu'il a développé, ce qu'il a généré. Et évidemment, ce qu'il a généré, ben, ça a été construit très souvent par le regard que les parents ont pu porter vers lui, que les enseignants ont pu porter vers lui, etc. Donc l'enfant se forge par le regard extérieur qui va l'amener à générer donc un regard sur lui-même qui vont être, par exemple, qui peut être très négatif. Par exemple, je suis un incapable, etc., des choses de cet ordre-là. Mais je pourrais aussi avoir des pensées de fierté, des pensées de valorisation qui pourraient être très présentes en moi et qui généreraient donc des formes de pensée, c'est-à-dire des émotions ou des pensées qui se manifesteraient sous forme d'énergie et qui auraient donc un impact, c'est-à-dire que dans mon champ énergétique, je générerais à quelque part des informations qui peuvent être donc des informations qui sont peut-être négatives à mon endroit ou qui peuvent être positives selon la situation. Je ne sais pas si je suis clair pour ceux qui sont présents dans la salle, peut-être me le faire savoir par rapport à cette idée des formes pensées qui sont davantage donc générées par notre pensée ou nos émotions. Alors si j'ai par exemple des émotions de peur qui sont régulièrement générées par moi parce que j'ai des peurs importantes, c'est évident que ça va générer à ce moment-là donc une forme d'émotion de peur qui va être observable d'un point de vue intuitif. Donc, on comprend ici que toutes ces formes de pensée-là vont donc générer, en quelque sorte, une certaine forme de champ énergétique. Et ce champ énergétique-là, bien évidemment, c'est ça qui va amener la loi d'attraction dans un premier temps. C'est-à-dire que mes formes de pensée, ce que j'ai créé par ma propre façon de penser, de vivre mes émotions, etc., vont générer, donc vont émettre quelque chose de moi. Et les gens vont donc raisonner avec ce que je génère sans que j'en sois conscient. Par exemple, quelqu'un pourrait pourrait se raisonner avec une émotion de colère qui est en moi parce qu'il aurait un sentiment d'inconfort, hein, parce qu'il ressentirait quelque part que je génère une forme de colère qui est en moi, alors que pourtant je pourrais être très doux et en apparence. Mais il pourrait connecter avec l'émotion de colère qui est en moi, que j'ai générée, que j'ai construite à mon insu, comme une forme de pensée. Alors, vous voyez, ça serait un peu la première définition que j'aimerais apporter concernant cette idée des formes pensées, c'est donc ce sont des énergies émotionnelles ou mentales que l'on construit par répétition. Et on comprend dans ce sens-là que les grandes traditions spirituelles ont bien mis en évidence l'importance de la pensée, l'importance aussi de bien gérer nos émotions, pour la simple raison que quand on arrive à avoir des pensées positives, de paix et d'harmonie, on est capable de générer des pensées et des émotions beaucoup plus positives et harmonieuses, ce qui veut donc dire que nos formes de pensée seront plus en harmonie avec nous, plutôt qu'être en désharmonie avec soi. Donc ça, c'est un élément important donc à bien tenir compte. Et dans la pratique intuitive, dans l'enseignement que je vous ai proposé, ben, il y a des modules dans lesquels on vous enseigne justement à tenir compte donc d'une part de la connaissance de soi, donc d'apprendre à reconnaître qu'est-ce qui anime mon être, qu'est-ce que je génère, puis ensuite évidemment de chercher à être en plus en harmonie avec moi et chercher aussi donc à faire de la programmation, c'est-à-dire à chercher à programmer des pensées, des émotions qui vont être plus en accord avec moi pour permettre justement un travail sur ma personnalité à prendre forme. Donc ça, ce serait donc ce que je pourrais vous dire concernant les formes pensées. Maintenant, quand on aborde les sous-personnalités maintenant, les sous-personnalités ont été abordées par Roberto Assagioli, qui est un psychiatre à l'origine, et qui a développé il a développé la psychosynthèse, qui est une approche de psychologie, qui était un des premiers, en fin de compte, à amener la notion qu'on pouvait combiner la psychologie avec la spiritualité. Alors, il appelait ça la psychosynthèse, et ça permettait donc de vraiment faire le lien entre la psychologie classique et la spiritualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce psychiatre-là s'est intéressé beaucoup aux travaux d'Alison Bailey, qui est une femme qui communiquait avec un maître spirituel. Elle écrit beaucoup de livres assez obscurs, assez difficiles à comprendre quelquefois, mais fort intéressants. Et cet homme-là avait donc cherché à prendre l'enseignement d'Alisa Bailey et d'en faire quelque chose qui permettait de faire le pont entre la spiritualité et la psychologie. Et évidemment, Assagioli en a fait quelque chose de beaucoup plus accessible. C'est beaucoup moins obscur et difficile d'accès que ce qu'Alisa Bailey avait fait. Et il a cherché aussi à mettre ça de mettre des éléments pratiques dans son enseignement. Et c'est, je pense, d'après ce que j'en sais, c'est un des premiers qui a amené cette notion de sous-personnalité.
Et qu'est-ce que c'est qu'une sous-personnalité? C'est-à-dire moi je vais vous donner ma définition évidemment, c'est un peu comme si on reconnaissait qu'un être humain, donc un être humain fait de chair et d'os, pouvait donc avoir dans son champ énergétique plusieurs états de conscience. Les états de conscience, qu'est-ce que c'est? Ce sont des comportements que j'ai développés, et ces comportements que j'ai développés me permettent de faire face à la vie, me permettent de faire face à différents stress de la vie, etc. Par exemple, si on vient avec la notion de victime, alors on peut générer donc une forme pensée de victime, mais on peut également générer un comportement de victime. La sous-personnalité, c'est le comportement de victime, et ce comportement-là, c'est un peu comme s'il prenait possession de moi. C'est-à-dire que quand des circonstances de ma vie font que j'adopte le comportement de victime, ben, si je suis un intuitif, je vais observer la personne qui va adopter ce comportement de victime-là, et je vais constater que parce que cette personne adopte ce comportement-là, sa structure énergétique va changer au complet. C'est-à-dire que cet état de conscience-là va prendre possession de son corps et va donc amener une certaine manifestation énergétique à prendre forme chez la personne. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait constater que les chakras de cette personne-là ou la structure énergétique de cette personne-là serait complètement perturbée par le fait que cette personne-là aurait donc serait complètement identifiée ou entre guillemets possédée par cet état de conscience-là. Alors évidemment, là, je viens de vous parler d'un état de conscience qui pourrait représenter l'aspect victime, mais on pourrait comprendre ici que l'être humain se compose d'une multitude d'états de conscience, et ces états de conscience-là vont se développer selon les circonstances de la vie, donc des états de conscience qu'on pourrait qualifier de limitatifs, c'est-à-dire des états de conscience qui ne sont pas en harmonie avec nous pleinement, mais qu'on a développés pour faire face à diverses situations de stress. Alors, la victime, le comportement de victime, l'état de conscience victime, ce serait un état limitatif, puisqu'il ferait rappel à un état du passé, à un état de conscience du passé, avec lequel je me serais identifié et que j'aurais compris qu'en adoptant ce comportement-là, je serais capable de faire face à diverses situations de stress, par exemple. Donc, vous comprendrez que la limitation, le comportement limitatif indique bien quelque part que je fais référence à quelque chose du passé qui est limité et qui me permet par contre de faire face aux diverses situations de la vie d'une façon plus ou moins adéquate, mais c'est ce que j'ai trouvé moi pour y faire face et c'est pourquoi que je me suis identifié à ces états de conscience limitatifs-là. Ce qui est important à comprendre avec les sous-personnalités, c'est que si je vous parle d'états de conscience limitatifs, je pourrais vous parler ici d'états de conscience expansifs. Ça veut dire que dans mon propre champ énergétique, je n'ai pas seulement que des états que je connais bien, que j'ai développés pour faire face à des situations de stress, pour éviter de faire face à des situations de conflit, etc. Donc, j'ai développé les comportements pour essayer de trouver une forme d'équilibre vis-à-vis de moi et de mon entourage. Et les sous-personnalités expansives vont davantage être en relation avec des états que je n'ai pas encore expérimentés comme tels et qui correspondraient à un état de plus grande harmonie avec mon être. Et c'est pourquoi qu'on les appellerait des états de conscience expansifs. Ce sont des états de conscience évolutifs qui m'amènent à toucher mon essence fondamentale, à toucher mon être le plus profond. Et lorsque ces états de conscience se manifestent en moi, j'atteins des états de grâce, des états de bien-être. J'atteins des états d'épanouissement au niveau de ma structure énergétique. Mes chakras sont plus en harmonie, sont plus équilibrés, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je peux donc évaluer que cette personne-là a donc des formes pensées qu'elle a générées, mais elle a également des états de conscience, ce sont des comportements, des sous-personnalités qui peuvent être limitatifs, c'est-à-dire l'empêcher d'évoluer, de progresser en harmonie avec son potentiel évolutif, et également des états de conscience plus équilibrés, plus en harmonie avec son potentiel évolutif. Et là, ça viendrait évidemment, plus elle va chercher à développer ces états de conscience-là évolutifs, plus elle va chercher donc à développer une plus grande harmonie avec elle-même, une plus grande capacité à se réaliser, etc. Vous me suivez également par rapport à ça, les gens qui sont présents dans la salle, juste me faire un petit signe s'il y a des questions concernant ce que je viens de vous expliquer, concernant le deuxième aspect dont je voulais vous parler, qui était davantage les états de conscience ou les sous-personnalités que nous avons vu dans le module 5 de la formation personnelle pour ceux qui le font. Et dans la formation professionnelle, bien évidemment, c'était également le module 5 aussi de la formation professionnelle dont il était question à ce niveau-là. Donc, vous semblez me dire que c'est OK. Ensuite, l'autre aspect dont je voulais vous parler, c'est donc la mémoire, les entités. Parce que là, on aborde quelque chose dans lequel, moi, en tant qu'être humain, je génère des formes de pensée, je génère des sous-personnalités. Et ces sous-personnalités-là et ces formes de pensée-là peuvent donc être en résonance avec ce qu'on appelle la mémoire. Alors, la mémoire, qu'est-ce que c'est?
Ben, la mémoire, bien évidemment, je peux raisonner moi en tant qu'être humain avec de la mémoire, des événements de ma vie qui vont générer des formes pensées, qui vont générer des subpersonnalités expansives ou limitatives selon les circonstances, mais je peux également raisonner avec les mémoires d'autres vies ou la mémoire psychogénéalogique, c'est-à-dire avec des ancêtres ou encore avec des mémoires provenant de l'histoire de l'humanité. Alors, ces résonances-là, pourquoi elles vont se faire? Elles vont se faire parce que je suis en résonance avec elles, tout simplement. Si je suis dans un état de victime, ben, si je résonne avec une mémoire d'autre vie ou d'un de mes ancêtres, ben, je vais résonner avec une mémoire donc de victime, puisque c'est ça que je génère. Donc, vous comprendrez ici que on est un peu comme on émet quelque chose dans le monde humain, dans le monde terrestre, qui va faire que d'autres êtres humains vont se sentir attirés ou répulsés par nous, parce qu'on génère de l'information. Mais quand on rentre dans le niveau de conscience plus subtil, quand on reconnaît qu'on est connecté avec le monde de l'histoire de l'humanité, on comprend la même chose. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, quand je suis en relation avec l'histoire de l'humanité, je génère de l'information et cette information va résonner avec des mémoires provenant de l'histoire de l'humanité qui vont soit nourrir des limitations qui sont en moi, soit nourrir des aspects plus expansifs et évolutifs qui sont en moi. Alors ça, c'est important de bien comprendre cela, parce que ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas victime de cet univers-là, de la mémoire, mais qu'on est en collaboration, qu'on est en échange, qu'on est en interaction avec celui-ci, et que plus j'apprends, moi, à faire un travail pour être en harmonie avec mon être, plus je me mets en relation avec des mémoires qui vont aussi pouvoir me mettre en relation avec des potentiels évolutifs qui sont en moi. Donc ça, c'est très important à comprendre parce qu'on n'est donc pas victime du monde de la mémoire, mais on est davantage collaborateur et quand on comprend qu'on a un rôle à jouer pour permettre à ces mémoires-là d'être plus en état d'harmonie et d'équilibre, ben on a donc un rôle très important à jouer en tant qu'être humain si on apprend bien à gérer nos formes pensées, à bien gérer nos sous-personnalités, à bien gérer notre relation avec les mémoires qui sont en dedans de nous, ben quelque part, on peut générer des relations beaucoup plus positives et évolutives avec le monde de la mémoire, nous permettant d'évoluer, de progresser, de cheminer et de nous permettre donc d'élargir notre champ de conscience. Donc ça, c'est clair, ça aussi, je pense. Et l'autre aspect donc je voulais vous apporter, c'est maintenant qu'à l'intérieur de ce monde de la mémoire-là, il y a des mémoires qui sont plus ou moins figées dans leur programmation. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples. Alors, il y a des mémoires qui sont donc des mémoires qui vont résonner avec moi et ces mémoires-là vont résonner avec moi avec une conscience égoïque, je dirais, plutôt faible. C'est-à-dire qu'il est facile pour moi de faire un changement et ces mémoires-là qui résonnent avec moi vont avoir une certaine facilité à changer aussi parce qu'elles ne sont pas prises par la limitation, par la conscience de leur ego. C'est-à-dire qu'elles ont un niveau de détachement qui est fait et dans ce sens-là, moi, il y a des facettes de moi qui vont donc résonner avec des mémoires qui ont un niveau de limitation plus ou moins élevé. Ça veut donc dire que ces mémoires-là ont donc une capacité de changer assez facilement, tout comme moi, j'ai une certaine capacité à changer assez facilement. Donc, il y a des facettes de moi que je peux plus facilement changer, qu'il y a d'autres facettes de moi qu'on va constater qui sont plus figées, qui sont plus limitées. Et évidemment, ces aspects plus limités-là vont donc résonner avec des mémoires plus limitées aussi. Quand je dis plus limitées, ça veut donc dire des mémoires qui sont plus identifiées à leur expérience émotionnelle, plus identifiées à leur expérience de souffrance, et qui ont plus de difficulté à se détacher de celle-ci. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi on va donc raisonner avec ces mémoires-là. Ces mémoires-là nous reflètent notre état à nous, finalement, et que plus évidemment on est limité, plus on va raisonner avec des mémoires limitées, qui vont nous obliger de faire un travail de détachement sur nous-mêmes et ça va permettre à ces mémoires-là également de faire un travail de libération aussi sur elles-mêmes. Donc, vous comprendrez ici que tout le travail qu'on effectue sur soi a donc un impact dans le monde de la mémoire. Et là, ça devient fort intéressant de se rappeler cela, parce que ça veut donc dire qu'on est dans un processus d'évolution en tant qu'être humain, mais aussi un processus d'évolution dans lequel nous contribuons à faire évoluer la conscience collective humaine également. Et ça, c'est quand même important aussi de se le rappeler. Si on va un peu plus loin dans le processus de la mémoire et qu'on commence à constater qu'il y a des aspects de nous qui peuvent être vraiment, vraiment complètement figés, complètement limités, complètement dans une souffrance, dans des douleurs, dans des émotions profondes et intenses, c'est là évidemment que ces états émotionnels-là plus intenses et plus profonds et plus identifiés à l'ego vont nous amener à vibrer avec des mémoires qui sont plus en relation avec cette souffrance et cette douleur et cet ego également. Et c'est là qu'on se rapproche de ce qu'on appelle les entités parce que plus on vibre avec des mémoires qui sont prisonnières
de l'expérience, qui sont vraiment complètement isolés dans leur expérience de souffrance, plus on se rapproche de ce qu'est une entité, parce qu'il faut comprendre qu'une entité, c'est relié à une personne qui est décédée et qui n'a pas été capable de se libérer de son expérience de vie, qui n'a pas été capable de s'en libérer, et c'est ce qui fait qu'elle a envie, elle, cette personne-là, de se syntoniser avec des êtres humains vivants, parce que c'est son seul moyen pour elle de préserver à quelque part son existence de souffrance. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je viens de dire. Qui voudrait subir de la souffrance? Qui voudrait la revivre et la revivre et la revivre? Mais quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose que ça qu'on peut vivre, ben, quelque part, on n'a pas l'impression d'avoir de choix. Et ça nous apparaît un choix qui est pas si mal par rapport à l'inconnu, par exemple. Alors, c'est ce qui explique quelquefois qu'il y a des mémoires qui vont préférer justement se syntoniser avec la souffrance, tout simplement, puis à la revivre, la revivre, la revivre, plutôt que d'envisager la possibilité de pouvoir voir autre chose que cela. À certains que ces mémoires-là qui vont résonner avec nous à ce moment-là vont donc avoir envie de se nourrir de nous beaucoup plus fortement parce qu'elles ont très très peur de mourir, très très peur de se retrouver dans une position de changement et de transformation. Puis, quelque part, elles vont résonner avec nous parce que nous-mêmes, nous avons une syntonie, nous avons une résonance avec cette souffrance-là qui est en ces mémoires-là. Nous-mêmes, nous l'apportons, en fait. Et c'est là qu'il va y avoir un travail, donc, de ce qu'on pourrait appeler la possession. La possession, c'est que je suis tellement limité dans ma souffrance, dans ma conscience, que quelque part, je vais résonner avec quelque chose qui va simplement encore plus fortement alimenter cette souffrance-là et va me donner encore plus l'impression que je suis prisonnier et que je ne peux pas avancer. Tout simplement parce que je ne suis pas capable d'envisager d'autres façons de voir les choses que ce à quoi je me suis identifié. Alors, vous comprendrez que ce type de situation d'entité ou de possession, mais finalement, ce sont des expériences positives et évolutives, puisqu'elles nous donnent l'occasion de pouvoir faire un travail sur soi qui vont nous permettre de nous dégager d'une certaine forme de souffrance, d'une certaine forme de douleur, pour pouvoir se libérer d'elle et pour pouvoir aussi libérer une mémoire de cette même souffrance également. Alors, vous voyez donc que c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous témoigner. Allez-y maintenant si vous avez des questions sur le thème que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, donc, on a parlé des formes pensées, des sous-personnalités et des mémoires ou entités pour bien différencier qu'on a compris que dans la mémoire, il y avait également certains grades d'identification mémorielle qui font que la conscience peut être fortement identifiée à son expérience mémorielle, on se rapproche de l'entité, ou une mémoire qui est pas du tout identifiée à la mémoire, à l'expérience de la souffrance, qui elle va être donc une mémoire beaucoup plus facile à changer, à transformer. Donc on peut comprendre ici qu'il y a donc des gravités, des diapasons mémoriels. Plus la conscience est égoïque et fermée sur elle-même, plus elle est dans la souffrance et plus elle est proche du monde humain. Et plus la mémoire est ouverte vers l'univers et plus ouverte vers un niveau expansif, plus elle nous amène vers un processus évolutif. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter. Peux-tu donner un exemple de mémoire de l'entité? Bon, donc dans la question de France, peux-tu me donner un exemple de mémoire de l'entité? Si je comprends bien ce que je te propose comme exemple, c'est un peu une présentation d'un phénomène de d'identité à quelque part. Donc, je peux vous donner un exemple qui pourrait être très simple et dont j'ai sans doute déjà parlé, mais bon, c'est celui qui m'apparaît comme étant un cas intéressant à présenter. C'était, bon, je vais vous parler de celui-là. Parce que je pense à divers exemples que je pourrais vous donner. Euh, je vous parle d'un enfant qui a vécu, donc c'est un enfant qui avait à peu près 12 ans quand sa mère était venue me voir, parce que c'est pas lui qui est venu me voir, et elle n'est pas venue me voir, elle m'a appelé par téléphone, mais elle me faisait part donc d'une situation particulière, c'est que l'enfant était calme, très calme, et malgré qu'il était calme dans le salon, par moment, c'est arrivé à 2 reprises, l'enfant était très calme, puis à un moment donné, une télévision éclatait. Et c'est arrivé à 2 reprises. Donc, elle a acheté un premier téléviseur qui est brisé. Elle a acheté un deuxième téléviseur. Et le deuxième téléviseur a également éclaté. Donc, là, c'est là qu'elle a commencé à se poser des questions et qu'elle s'est dit, ben, peut-être que l'enfant vit quelque chose, il y a peut-être des phénomènes d'entité dans tout ça. C'est comme ça qu'elle a pu m'aborder et qu'elle m'a posé des questions à ce sujet-là. Et il faut dire qu'elle a été voir un médium qui lui avait dit que l'enfant était possédé par un individu très en colère
puis qu'il fallait absolument exorciser parce que cette mémoire très en colère voudrait la tuer, voudrait tuer la mère. Alors, vous comprendrez que la mère est un petit peu inquiète de cette histoire-là. Et c'est une des raisons pourquoi moi j'ai voulu développer mon approche intuitive parce que j'étais fatigué de constater combien de fois ça m'est arrivé, c'est arrivé vraiment régulièrement, ce genre de situation où des médiums faisaient vraiment peur à des gens et que les gens, à quelque part, étaient donc dans une forme de panique. Et ça, pour moi, il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Et c'est une des raisons pourquoi j'avais voulu développer mon approche, parce que je ne me sentais pas à l'aise avec cette façon de faire. Ceci dit, cette dame-là, donc, elle m'a demandé de faire un travail à distance sur cet enfant-là, ce que j'ai fait, et j'ai constaté que l'enfant, dans un premier temps, était très, très en colère, mais une colère renfermée. C'est un enfant qui était très calme, selon la mère, et on voyait bien que la colère était complètement refoulée à l'intérieur de lui-même. Et j'ai donc commencé à faire un travail sur cette colère-là. J'ai constaté qu'elle était donc reliée à toute la notion du rapport père avec son père, qui était plus particulièrement un comportement qui était plus inhibé, où le père avait un comportement dominant. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler sur les mémoires. Là, j'ai pu voir une situation qui se produisait dans l'époque de la Renaissance, dans lequel il y avait un homme qui était en train de se battre avec un autre homme en épée pour une femme. Tous les deux aimaient cette femme-là et tous les deux avaient le désir justement de pouvoir être aimé de cette femme-là. Et le duel consistait justement qui allait gagner. Ben c'est lui qui allait avoir le cœur de la femme. Et puis, il s'est avéré que l'homme en question qui représentait l'enfant s'est retrouvé dans une position où il a été battu par l'autre et pas tué. Il a été simplement humilié devant la femme qu'il aimait. Et dans ce sens-là, bien évidemment, il a été tellement dans la souffrance, de la douleur face à cette idée d'être humilié qu'il s'est suicidé par la suite. Et ce suicide-là a amené donc cette mémoire-là à être beaucoup dans une forme de souffrance, d'humiliation. Et quand j'ai fait un travail pour libérer cette mémoire-là, qui est en résonance avec l'enfant, j'ai constaté une scène où j'ai vu l'enfant en relation avec un homme, et cet homme-là semblait vraiment être tout le temps dans une position d'humiliation. Il y avait donc trois personnes. L'enfant, cet homme-là, puis il y avait ce que je croyais être la mère, et je voyais la scène où l'enfant se faisait humilier d'une façon constante et continue par l'homme en question, et la mère, ben, quelque part, se retrouvait dans une position où elle était un peu comme témoin de l'humiliation, et l'enfant avait une grande souffrance de ça, une grande colère. Et ce que je voyais, c'est qu'avec le temps, avec l'âge, l'enfant, dès qu'il serait assez vieux, ben, aurait envie, à quelque part, de vouloir battre cet homme-là, parce que cet homme-là, finalement, se comportait comme quelqu'un, bon, c'était un adulte, lui, il avait que 12 ans, et lui se battait avec l'enfant, puis il le mettait vraiment dans une position d'humiliation pour montrer que c'était lui plus fort. C'est un peu la situation. Alors, vous voyez que cette scène-là, évidemment, moi, je ne connaissais rien de cette information que je viens de vous nommer. Alors, j'ai dû appeler la dame en me demandant, bon, si j'avais vu juste, si ça avait un sens pour elle. Et quand je lui ai expliqué tout ça, elle s'est mise à rire en me disant, effectivement, qu'elle avait un homme qui n'était pas son mari, mais qui était un compagnon. Et ce compagnon-là avait tendance, effectivement, à constamment mettre l'enfant dans une position de soumission pour montrer à quelque part c'était lui le plus fort. Et cette femme-là avait toujours un malaise par rapport à ça. Et quand je lui ai expliqué tout ça, mais évidemment, elle a plus que ressenti un malaise, au point où elle a décidé d'arrêter la relation. Pour elle, ça lui apparaissait important de ne plus être en relation avec cet homme-là, puisque cet homme-là ne correspondait pas à ce qu'elle voulait donner à son enfant. Alors ça, c'était un choix qu'elle avait fait. Moi, je n'avais pas conseillé de se séparer, mais je l'avais quand même fait fortement conseiller de dire à cet homme-là de cesser de faire ce genre de pratique-là, parce que c'était vraiment très malsain pour l'enfant qui nourrissait quelque part cette forme de soumission et d'humiliation qui était en résonance avec cette mémoire-là que je viens de vous parler. Je ne sais pas si c'est plus clair par rapport à la question que tu avais, France, ce que je te nomme, mais tout ça pour te dire que l'idée de l'entité dans ce cas-ci, quelle qu'elle était, mais elle était une souffrance. Cet être-là qui s'était suicidé était en souffrance et il était constamment dans l'humiliation. Et parce qu'il était dans l'humiliation, bien inévitablement, il était donc tout le temps en résonance avec l'enfant qui lui-même avait vécu l'humiliation. Et ça a été résorbé à partir du moment qu'on a libéré cette expérience d'humiliation-là. D'accord? Donc, ça semble être le cas. Tu viens de me dire que c'était très bien, tant mieux. Sylvie qui pose, une fois les mémoires libérées, y en a-t-il d'autres qui peuvent venir? Absolument. Les mémoires, quand on dit mémoire libérée, il faut se rappeler que nous, on est un système ouvert en tant qu'être humain. Un système ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je génère de l'information, et cette information que je génère, si je me mets dans la rue, que je sors dans la rue,
Hein, je vais générer des relations avec des êtres humains constamment. Si je suis chez moi, je génère des informations constamment avec les gens que je côtoie parce qu'il n'y a pas d'espace-temps, hein, il n'y a pas de distance dans cet univers-là. Donc, on peut très bien générer avec plein de gens qui existent sur Terre, avec lesquels je suis en relation avec eux, comme je peux raisonner avec des mémoires qui sont de gens décédés, comme je peux générer avec des mémoires de mes ancêtres. Donc, on comprend évidemment que cette notion de mémoire, elle est omniprésente. Et quand on n'est plus en connexion avec les mémoires, c'est qu'on est un être accompli, un être qui s'est libéré de la mémoire et qui n'est plus dans un processus de résonance avec les mémoires parce qu'il s'en est complètement dégagé. C'est-à-dire que son champ de conscience, sa conscience s'est libérée de la résonance mémorielle et il vibre avec des énergies beaucoup plus élevées, tout simplement. Alors, c'est ça qui explique pourquoi on parle de démarche spirituelle. Hein. Une démarche spirituelle va amener cette libération-là à se faire à un moment donné ou à un autre. Joanne, si je sens que je suis beaucoup dans le ressenti collectif, comme la tristesse, comment puis-je faire pour m'en libérer et ne plus ressentir si fortement ce collectif? Ben, dans un premier temps, Joanne, tu dois comprendre évidemment que c'est une question de résonance. Alors, si tu ressens de la tristesse, c'est que toi-même, tu as de la tristesse en toi. C'est-à-dire qu'un être sage, un être libéré, disons, pourrait très bien constater qu'il y a de la tristesse dans la conscience collective humaine, mais il n'en serait pas prisonnier, il ne serait pas affecté. Il serait simplement capable de l'observer et de la reconnaître, mais sans en être affecté. Celui qui est affecté, tout comme, par exemple, comme toi, ça veut donc dire que tu es en résonance avec. Ça veut dire que toi-même, tu es porteuse de tristesse, et c'est ce qui fait que tu es affecté par la tristesse collective. Donc, il faut d'abord et avant tout que tu commences à porter un regard sur la tristesse qui est en toi, pour que si tu ne sois plus, pour que tu ne sois plus en état de tristesse, et que finalement ta résonance avec la tristesse ne soit plus présente à ce moment-là. Et là, tu vas pouvoir donc constater qu'il y a peut-être de la tristesse qui existe dans la collectivité humaine, mais tu n'en seras plus affecté à ce moment-là. Tu me diras si j'ai répondu à ta question, Joanne. Elisa, les mémoires qui résonnent en nous, en nous faisant répéter des comportements familiaux, sont donc des entités qui nous possèdent et dont nous pouvons nous libérer et donc libérer les parents morts ou vivants. Lisa, je te dirais qu'il y a des subtilités que je te donnerai comme information par rapport à ça. Les mémoires qui résonnent en nous sont beaucoup plus vastes que celles que tu viens de nommer. C'est-à-dire que euh, les mémoires peuvent avoir divers niveaux d'identification aussi. Quand on parle d'entité, on fait référence à des êtres vraiment qui sont dans les fréquences les plus basses. C'est-à-dire qu'elles sont très proches de la conscience humaine et elles n'ont pas encore accepté la mort. Alors, si on veut parler de ces mémoires-là, c'est elles qu'on va appeler des entités, c'est-à-dire ce sont elles qui vont être vraiment reliées à des personnes qui n'ont pas finalement accepté de s'ouvrir au monde de la mort, ouvrir au monde de la mort, c'est-à-dire ouvrir au monde de la désidentification de soi pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Par contre, on peut raisonner avec plein de mémoires qui sont beaucoup plus dans un processus d'ouverture vers l'expansion et vers l'évolution. Et dans ce sens-là, on a vraiment une palette de couleurs très vaste, de la plus dense, que je viens de nommer, qu'on pourrait appeler entité, jusqu'au plus élevé, des énergies les plus expansives et les plus évolutives. On est tout le temps en résonance avec des mémoires. Donc, c'est pour ça que je vais te rectifier un petit peu par rapport à ça. Et en nous faisant répéter les comportements familiaux, c'est pas elles qui nous font répéter les comportements familiaux, c'est nous qui le faisons. Les mémoires ne sont qu'en résonance avec la souffrance et la douleur qui font qu'on va répéter ces comportements familiaux-là. Donc, il faut bien comprendre ici qu'on a un rôle à jouer important et que les mémoires dont il est question, les entités dont il est question, ne sont qu'en résonance avec nous parce que nous-mêmes avons des contenus émotionnels qui vont nourrir le comportement qu'ils ont. Alors, c'est bien différent. Donc, c'est ça que je voulais clarifier avec toi. Alors les entités qui nous possèdent, elles ne nous possèdent pas. On est en résonance avec elles, mais à un niveau tellement dense qu'effectivement on a l'impression de ne plus se posséder. Mais pourquoi on n'a plus l'impression de se posséder? Mais parce qu'à quelque part on est complètement identifié à quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous permet pas d'être en harmonie avec soi. C'est une autre nuance que je voulais apporter aussi. Puis oui, on peut se libérer et libérer les parents, la famille, etc. Parce qu'évidemment, tout le travail de ce détachement qu'on va faire sur nos propres identifications émotionnelles vont nous permettre de nous libérer de la conscience mémorielle qui anime notre environnement extérieur également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant le thème de la conférence de ce soir? Et sinon, bien évidemment, vous pouvez me faire part des questionnements que vous pourriez avoir sur différents sujets par rapport à ce qui est présenté. Bon, France qui me dit, ma famille souffre de cancer.
J'aimerais que tu me fasses comprendre mieux ce que tu veux me dire par rapport à ça, parce que c'est pas clair pour moi ce que tu me dis là. Ma famille souffre de cancer, tu veux dire quoi par ça? OK, c'est la maladie de cancer. Il y a donc des gens qui sont régulièrement atteints du cancer, c'est ça? Donc, c'est bien évident que la première chose à faire, France, par rapport à ça, bien évidemment, c'est de poser un regard de témoin. Et quand je dis un témoin, c'est un regard intuitif dans lequel on apprend justement à regarder c'est qu'est-ce qui génère ça. C'est-à-dire que on peut dire que chaque individu a le cancer, qui peut être un cancer qui peut être différent pour chacun d'eux, mais il faut maintenant poser un regard. Bon, dans un premier temps, si tu es en plus concerné par ça, ça veut donc dire quelque part qu'il faut poser un regard justement sur, dans ton cas à toi, pour commencer, toi avec toi, ce que le cancer a à te transmettre comme message, puis ensuite, bien inévitablement, commencer à poser un regard sur l'histoire familiale aussi, associée donc au cancer. Alors déjà, déjà un travail en soi, de faire un travail sur soi pour être en mesure de bien cerner le cancer. Mais tu vois, ce que je te dirais par rapport à toi là-dessus, c'est que moi, j'ai l'impression que dans votre histoire familiale, toute la notion de j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister, semble être une problématique. Un peu comme la notion de sacrifice. La notion de sacrifice, c'est de se dire, ben, je suis sur Terre, mais à quelque part, je dois me sacrifier. Je dois donner la place aux autres. Je dois accepter à quelque part que les autres prennent ma place. Un peu comme si il y a une forme, tantôt je parle d'humiliation, je vais utiliser le terme humiliation en exagérant peut-être un peu, mais quelque part, quelque chose de l'ordre de l'humiliation. Quand on se dit, je suis pas assez important pour me donner de la valeur, pour avoir autant le droit d'exister que quelqu'un d'autre, ben d'une certaine façon, c'est un peu comme si tu m'enlevais le droit d'exister, m'enlevais le droit d'avoir de l'importance auprès de mon entourage. Et je pense que c'est intéressant, dans ce sens-là, France, de pouvoir poser un regard là-dessus. Toi, avec toi, pour commencer, cette capacité que tu as de disparaître, cette capacité que tu as de t'éteindre, de fuir, de ne pas te mettre dans une position de lumière. Pour moi, c'est toutes des choses comme ça que je sens de toi que tu pourrais commencer à regarder. Parce que je pense que derrière tous ces comportements-là se cache cette culpabilité, cette honte familiale, comme si on était une tâche, comme si ta famille était une tâche, comme si ta famille n'était pas méritante, elle n'avait pas le droit d'exister. Alors pourquoi elle a l'impression d'être une tâche? Ben, c'est certain quelque part qu'il y a des vécus, des expériences émotionnelles fortes, sans doute, qui ont été vécues dans la famille et qui vous ont amené quelque part à être convaincu que vous n'aviez pas le droit, donc, d'exister, parce que quand vous osiez exister, ben quelque part, on vous fusillait, on vous mettait sur le bûcher, on vous voyez comme s'il y avait plein de choses à quelque part qui étaient lourdes émotionnellement parlant dedans, parce qu'on n'avait pas le droit quelque part d'être dans une position de rayonnement et de lumière. À certain que toi, France, dans un premier temps, tu dois certainement poser un regard sur cette lumière-là qui est en toi en te disant, est-ce que moi j'ai le droit de reconnaître cette lumière qui est en moi? Est-ce que j'ai le droit quelque part de lui donner une expression lumineuse à qui je suis pour commencer justement à rayonner davantage? Ce serait sans doute un thème qui serait intéressant à explorer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, France, de ce que je viens de te dire là-dessus. Donc, France, elle me dit oui. Alors, c'est certain que, bon, alors, c'est sans doute très chargé tout ça. Donc, c'est certain que, je suppose que tu en es à la formation, France, mais le module 5 sur les supersonnalités est en même un module intéressant pour travailler justement sur cette notion de lumière, la personne rayonnante qui est en toi, et de commencer à regarder également sur euh, toutes ces supersonnalités de fuite et d'éteignoir que tu as pu développer dans ta vie. Ça, c'est une chose. Là, tu me dis que dans le module sur la mémoire cellulaire, donc, effectivement, le passé, présent, futur, les mémoires psychogénéalogiques, les mémoires d'autres vies, il y a plein de choses que tu peux aller explorer là-dedans qui serait intéressant pour toi de poser un regard là-dessus. Donc, je pense que ça serait intéressant de travailler dans cette direction-là pour commencer justement à accéder, toi, de ton côté à toi, à la fierté d'exister, la fierté de vivre, à te donner la permission justement de t'incarner dans ta lumière. Ce serait déjà quelque chose de fort intéressant. Il y a Joanne qui me dit, Sylvain, quand tu as parlé de la mort, je t'ai demandé si on avait eu des pensées suicidaires et ça pouvait nous suivre toute notre vie. À l'âge de 16 mois, j'ai vécu avec une expérience de mort imminente et ensuite, je ne sais pas ce que tu veux dire. Okay. Et souvent,
dans ma vie, j'ai ressenti le désir de repartir encore dernièrement. Que faire pour me libérer de ça? Mais la première chose que tu dois comprendre, Joanne, ça revient toujours au même principe, hein, c'est-à-dire être témoin. Alors, être témoin, c'est observer la pensée suicidaire. Alors, quand on observe la pensée suicidaire, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait? On veut lui demander sa raison d'être. Pourquoi elle est présente? Quel est le message qu'elle a à nous transmettre? Qu'est-ce qu'elle veut nous communiquer? Ça, je pense que c'est quand même important de bien comprendre que la pensée suicidaire, elle met en évidence à quelque part que on a, je pense, une forme d'orgueil, une forme de fierté, une forme de sentiment qu'on vaut plus et qu'on n'est pas reconnu comme on le mériterait, comme on le voudrait. Et comme on n'est pas méritante, on n'est pas ce sentiment-là qu'on est reconnu comme on le mérite, ben ça nous donne le sentiment quelque part qu'on n'a pas le droit d'exister. Hein, c'est un peu le sentiment, la pensée suicidaire, c'est le sentiment, j'ai pas le droit d'exister, je vais me tuer parce que quelque part, on me donne pas accès à la grandeur de qui je suis. Maintenant, la question fondamentale à se dire, c'est peut-être qu'il est temps pour toi de te donner toi-même cette grandeur-là, plutôt que d'attendre que des gens te donnent cette grandeur-là. Tu vois, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Joanne. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça. Tu me suis, ok? Alors, est-ce que vous aurez d'autres questions? Alors, pose-toi la question, Joanne, à chaque fois que tu as désir de repartir, justement, ça touche les subpersonnalités. Pourquoi, pourquoi dans ta vie, il y a des moments où tu désires repartir? C'est qu'est-ce qui ça cache? Et là, c'est là que je pense que tu peux constater que ce désir de partir est impliqué, est en relation justement avec une déception. Et c'est là que tu commences à poser un regard sur cette déception-là et que tu vas pouvoir lui donner ce dont elle a besoin, que tu vas commencer à changer cette relation avec cette déception-là, et que tu vas commencer à évoluer, à progresser, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui était dit ou sur d'autres sujets? Mémoire autour de ma naissance, la naissance de ma fille, et cette même fille vit la stérilité. Ouais, tu vois, c'est sûr que l'on peut on peut aborder énormément de choses, France, dans un contexte de mémoire. Quand on aborde la mémoire, mais il faut comprendre à quelque part, la première chose, c'est que quand on veut faire un travail sur soi, on doit se rappeler quelque part qu'est-ce que nous on génère. Alors là, par exemple, tu as un début de cancer, donc sans doute que la première chose le lien que tu dois faire, c'est partir de cette problématique-là. Ce serait déjà une chose. Maintenant, tu peux également travailler sur ce qu'on a vu tantôt, cette notion de prendre le droit à ta place dans la vie. Certainement, ça, c'est un autre thème qui serait intéressant à faire et qui touche véritablement toi avec toi. Et les subpersonnalités que tu as pu développer, les croyances, hein, c'est les formes pensées, c'est les croyances qui t'ont amené à croire que tu ne méritais pas ça. Donc, tout ça va être un travail que tu pourrais faire qui pourrait être fort intéressant pour toi. Maintenant, tu me parles mémoire autour de la naissance, ma naissance, mais évidemment, ça aussi, ça touche évidemment le droit à l'existence. Donc, il y a certainement un travail à faire à ce niveau-là. Maintenant, tu abordes ensuite la naissance de ma fille, et cette même fille vit la stérilité. Donc, bien sûr que c'est un thème qui peut être touché. Maintenant, je veux juste te dire, ne pas se perdre, ne pas en faire trop, ne pas aller en trop de directions à la fois. Tu as un travail à faire sur toi pour commencer, France. Ce travail-là touche donc la problématique de santé que tu m'as exprimée et certainement que cette notion de prendre ton droit à l'existence, ce serait un thème important. Quand tu auras fait un travail là-dessus, certainement que tu pourras ensuite envisager de faire un travail sur ta fille, par exemple, et sur cette relation de la stérilité, tout ça. Mais je pense que le simple fait de travailler sur toi peut avoir un impact, justement, sur ta fille également. Excusez-moi. Tu me diras ce que tu en penses, France. L'autre soir, j'ai fait un décodage avec mon enfant intérieur et ma famille intérieure. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Plus je le faisais et plus je pleurais. Euh, France, Joanne, je te dirais que la normalité est relative. Hein. Il y a des choses qui sont normales pour certains et d'autres ne verraient ça autrement. Je te dirais que pleurer, ça indique à quelque part, la première question qui va se poser, c'est pleurer, c'est une chose, c'est libérateur. Bon, pleurer, c'est une bonne chose. Maintenant,
qu'est-ce qui ressort de cet exercice-là, Joanne? Parce que si tu as pleuré puis que tu me dis qu'après ça, tu te sentais complètement déprimé puis découragé puis tu avais l'impression euh, que c'était pire qu'avant, là, je te dirais, là, il y a donc un travail à faire maintenant sur la mémoire de tristesse parce que quelque part, ça t'a fait remonter quelque chose que tu n'as pas été capable de gérer. Par contre, si tu me dis que tu as pleuré pendant tout ce temps-là et puis que tu t'es senti libéré après ça, puis beaucoup mieux, ben à ce moment-là, ça va nous dire qu'il y a quelque chose de libérateur. Donc, tu vois que la normalité d'une expérience, elle est beaucoup en liaison aussi avec les résultantes. C'est les conséquences aussi de qu'est-ce qui va en résulter. Est-ce que ce travail-là que j'ai fait sur moi m'a apporté quelque chose de positif, d'évolutif, ou m'a simplement mis en contact avec la douleur et la souffrance? C'est là qu'il faut peut-être se questionner également à ce niveau-là, je dirais. J'ai réalisé que la tristesse était très présente en moi depuis mon enfance. C'est une chose. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il ne faut pas que la tristesse soit omniprésente dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Il faut maintenant que tu comprennes en quoi cette tristesse-là cache quelque chose, tu vois. Et puis moi, je pense que cette tristesse-là, elle cache à quelque part un sentiment de rejet, un sentiment que tu n'as pas été accueilli ou reçu comme tu l'aurais souhaité, comme tu l'aurais voulu, et que ça joue encore aussi dans ta vie actuellement, que tu as encore l'impression quelque part que c'est l'extérieur qui doit te reconnaître alors que toi, tu dois te reconnaître. Et cette tristesse-là est sans doute un regard que tu as apporté vers toi-même. En fin de compte, ta tristesse, elle est beaucoup reliée au fait que tu n'as pas été reconnu comme tu l'aurais souhaité et tu es triste de ça. Alors, tant longtemps que tu vas souffrir du fait que tu n'es pas reconnu par l'extérieur, tu vas continuer à être triste. Alors que si tu commences à te donner la permission de ne plus être triste, mais de te donner à quelque part ce qu'il faut pour que tu sois heureuse, épanouie, que tu sois capable de te reconnaître et de donner le droit d'exister à toi d'une façon pleine et entière, ben c'est peut-être là que tu vas commencer à te libérer de la tristesse, justement. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça, Joanne. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand on travaille avec les supersonnalités, avec les chakras, France, ta question, je ne comprends pas. C'est quand on travaille avec les supersonnalités, avec les chakras, c'est quand est-ce qu'on va le faire, c'est ce que tu veux dire? Si c'est ça que tu veux dire, c'est dans le module 5. Dans le module 5 de la formation personnelle et professionnelle, vous avez le même module. C'est un module qui va vous parler avec les supersonnalités et les chakras, de façon très très connexe. Et j'aimerais peut-être préciser quelque chose là-dessus. Quand on travaille avec une supersonnalité, chaque supersonnalité avec laquelle on travaille a une dynamique psycho-énergétique des chakras différente. Ça veut donc dire quelque part qu'on va comprendre que plus on aborde les supersonnalités, plus on aborde les problématiques associées aux supersonnalités, plus on comprend quelque part qu'elles ont leur propre dynamique psycho-énergétique. C'est pour ça que moi j'avais nommé cette thérapie-là la multiconscience thérapie, c'est-à-dire qu'on est dans un état de conscience multiple, avec des états énergétiques multiples aussi. Alors c'est ça qui devient intéressant aussi de prendre conscience de ça. Et quand on travaille avec les mémoires, ben la mémoire, ça va être plus, ben en fin de compte, on travaille avec les mémoires tout le temps. Mais les mémoires plus psychiques, on va les travailler avec le module 1, 2, 3, 4, 5, le module 6 va nous amener à travailler sur l'aspect passé, présent, futur d'une façon plus spécifique à ce moment-là. Et quand on travaille avec les mémoires, les personnalités, les mémoires pour les libérer. Je comprends pas toujours ta question, France, par rapport à ça. Euh, Oui, c'est-à-dire que quand on fait un travail sur les personnalités, les mémoires, tout ça, le décodage intuitif, c'est comprendre la raison d'être de l'énergie en question. Déprogrammer, c'est lui donner l'occasion à la mémoire de se libérer. Et le soin, c'est de favoriser une circulation énergétique plus équilibrée, plus harmonieuse, de façon à ce qu'on puisse renouer contact avec l'harmonie, avec l'énergie en question. Joanne qui me dit, dois-je continuer à faire un travail avec ça? Euh, Par rapport à ta famille dont tu parles, avec la tristesse que tu ressentais. Oui, je te dirais que si tu en sens le besoin, l'important, France, c'est pas de te lancer dans 1 million de voies possibles, parce qu'on sait qu'un travail personnel peut être très vaste et très complexe. L'important, c'est que tu aies un focus. Le focus, c'est vers quoi tu t'en vas et de travailler dans l'objectif de vers quoi tu t'en vas. Et que si ce travail-là est nécessaire pour t'amener à aller dans l'objectif que tu vises, ben, d'y aller à ce moment-là.
Comment puis-je travailler avec ma fille sur son potentiel futur? Alors évidemment, Joanne, justement, je reviens à ce que je viens de te dire. Si tu te lances dans plein de voies en même temps, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus le focus nécessaire pour être capable de faire un travail qui soit articulé. C'est essentiel à ce moment-là que tu as un journal intime pour vraiment faire des suivis sur les différents dossiers que tu ouvres. Parce que là, si tu fais un travail sur ta famille, la tristesse que tu ressens dans ta mémoire familiale avec ton enfant intérieur et que tu travailles en plus sur ta fille, son potentiel futur, c'est deux dossiers complètement différents. Donc, c'est important que tu sois dans ton journal intime capable de bien suivre les deux dossiers différents. Alors, c'est comment tu veux travailler avec ta fille sur son potentiel futur, mais est-ce que tu vas travailler avec elle d'une façon consciente, c'est-à-dire que ta fille va collaborer avec toi, elle va t'assister dans son travail. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que tu veux le faire sans l'engager, sans la mettre dans un processus d'engagement dans le travail? Ce qui est différent. On sait que dans l'éthique de l'école, que quand on veut faire un travail à distance, une personne à qui qui n'est pas présente et qui n'est pas collaboratrice comme telle, on le fait avec un désir de se rapprocher d'elle à ce moment-là. Et on le fait dans la dynamique relationnelle. Alors, on va pas travailler sur sa fille, par exemple, sans lui dire, parce que ça me paraîtrait beaucoup moins intéressant comme travail. Donc, comment avec ma fille son potentiel futur? Ben, moi, je te dirais que tous les modules ont une valeur là-dessus, mais c'est certain que le module, je ne sais pas si vous l'avez, le module sur le cerveau quantique et programmation qui peut être intéressant, puisqu'on parle vraiment du potentiel là-dedans et on vous donne vraiment des moyens pour travailler sur le potentiel futur. Ça pourrait être un élément intéressant, mais le module 5 et le module 6 seraient intéressants aussi pour travailler là-dessus. Je comprends, grâce à ce que tu dis, que je dois explorer le fait que je résonne beaucoup trop avec les mémoires familiales qui me font répéter des comportements qui me font souffrir. Oui, puis ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si tu résonnes avec eux, ça veut donc dire que tu as une charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle t'appartient et c'est là-dessus que tu dois travailler pour te dégager de ta famille. Ta famille, elle peut résonner encore avec toi, mais si tu ne résonnes plus avec elle, elle aura beaucoup moins d'impact sur toi et tu vas t'en dégager, t'en libérer et tu vas t'en détacher même à ce moment-là. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant, le vieux désir de fusion avec ta famille, c'est celui, quelque part, qui te limite complètement, parce que quand on a un désir de fusion avec sa famille, on devient donc porteuse d'un désir de garder un lien avec la famille. Alors, si le lien n'est pas sain, c'est-à-dire que les parents, la famille ne se comportent pas adéquatement avec nous, et que nous, on continue à s'entêter, à vouloir garder un lien parce qu'on veut, à quelque part, cette forme de fusion-là, mais à ce moment-là, on génère de la souffrance. Et cette souffrance-là nous amène donc, inévitablement, à nous garder dans un processus limitatif et répétitif relié à notre passé et qui ne nous permet pas de nous connecter avec notre potentiel évolutif. Elle se prépare à sortir son album car elle est chanteuse et elle ne veut pas revivre les mêmes expériences que le passé. Ben, Joanne, je te dirais quelque part que oui, bien sûr, ne pas revivre les mêmes expériences du passé, ça veut donc dire quelque part comprendre la leçon. Alors moi, Joanne, je ne connais pas ta fille par rapport à ça, mais c'est certain que il faut pas être, je vais dire ça comme ceci, ok? L'aspect irréaliste, ok? On me dit, si quelqu'un me dit je ne veux pas revivre les mêmes expériences que le passé et que je sens que cette personne-là est irréaliste, ben je vais lui dire, as-tu pris le temps de comprendre les leçons du passé? Est-ce que tu n'as pas plutôt cherché à vouloir simplement te projeter dans le futur en te disant que tout allait bien aller, alors que tu n'as pas compris à quelque part que les événements de ton passé ont peut-être une raison d'être et peut-être qu'ils te demandent de changer des choses dans ta vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas partir dans une forme de naïveté, mais de vraiment prendre conscience à quelque part que si on veut faire quelque chose et on peut répéter les mêmes erreurs du passé, on doit comprendre les erreurs du passé, on doit comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour ne pas refaire ces erreurs du passé-là, et sans doute changer notre comportement par rapport à ce côté irréaliste. Le côté irréaliste, c'est quelqu'un qui a trop justement de volonté, mais qui ne veut pas regarder à quelque part réellement ce qui doit être fait pour ne pas justement refaire les mêmes erreurs. Tu vois, c'est un peu ça que je sens moi de ça. Oui, bien sûr, ça fonctionne bien, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qui va fonctionner bien, Joanne? Parce que il y a une chose là-dedans qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tendance des fois, l'être humain, à dire je veux que tu fonctionnes bien et je veux que tu fonctionnes bien comme moi je veux que ça fonctionne. Et ça, c'est souvent là que ça marche pas, justement, le travail de programmation ou
d'intention, c'est qu'on veut trop quelque part que les choses fonctionnent comme nous, on voudrait que ça fonctionne. Et c'est là, quelque part, qu'on doit accepter, justement, le potentiel évolutif. Alors, Joanne, si tu veux aider ta fille, et tu veux faire un travail avec elle, la première chose que je te dirais, c'est qu'il faut travailler sur le potentiel évolutif. Non pas le sien, non pas celui qu'elle veut atteindre, mais celui que toi, tu ressens, que tu perçois chez elle, pour qu'elle puisse apprendre, justement, à s'harmoniser à ce potentiel évolutif-là, et qu'elle puisse donc s'accorder à celui-ci, plutôt que de vouloir s'accrocher à un objectif qui n'est peut-être pas d'accord avec elle-même, finalement. C'est ça que je dirais par rapport à ça. Bien sûr, elle a des peurs de ne pas réussir, comme beaucoup d'êtres humains sur Terre. Puis je pense que c'est donc important de comprendre justement que pour arriver à atteindre pour atteindre la réussite, mais il faut prendre le temps justement de regarder de quelle façon que c'est quoi quelque part notre vision de la réussite. Non pas celle qu'on a intellectualisée, mais celle qui vient correspondre à notre essence fondamentale. C'est ça qui nous aide beaucoup à mieux cerner cette, cet objectif-là, je dirais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Quand j'identifie des sous-personnalités, je travaille avec mes chakras seulement. Décodage et formation de soins. Je comprends pas super bien ta question, France. Oui, quand on travaille sur les sous-personnalités, dans le module 5, on enseigne, dans le module 4 plutôt, 5, excuse-moi, on enseigne vraiment de travailler sur décodage des formations et soins associés au chakra plus spécialement. Mais évidemment, les sous-personnalités, on pourrait les appliquer d'une façon beaucoup plus large que ça. Mais en travaillant sur les chakras, je trouve ça intéressant parce qu'on travaille vraiment sur les dynamiques des chakras qui ont pu se développer à notre insu. Et dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y aura d'autres questions maintenant? OK, donc si vous voulez bien, on va peut-être s'arrêter ici, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui semblent être présentes. Euh, OK, donc je vais vous souhaiter une belle fin de soirée pour ce petit webinaire qui avait lieu donc pour vous parler donc forme pensée, sous-personnalité et entité. Et j'espère que ça vous a éclairé à ce sujet-là. Et il y a eu donc un certain nombre de questions à laquelle j'ai répondu. J'espère que ça vous a donc aidé. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée pour les gens de l'Europe et pour ceux du Québec, ben, une belle fin d'après-midi. Il y aura donc un autre petit webinaire pour le Québec à 19h30 ce soir, heure du Québec, pour ceux qui seraient intéressés à y participer. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle fin de journée pour les autres et à très bientôt pour la suite. Donc le prochain webinaire a lieu donc le mardi. J'ai changé le mardi pour parce que les gens m'ont fait part que le lundi ne convenait pas. En fait, beaucoup de gens me faisaient part de ça. Donc j'ai choisi donc le mardi qui m'apparaissait une journée plus appropriée. Alors voilà, donc c'est le mardi maintenant que les webinaires auront lieu. Donc le prochain webinaire aura lieu donc mardi prochain. Donc voilà. Alors je vous souhaite une très belle fin de semaine, très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.